Bonjour à toutes et à tous. La vidéo de cette semaine sera consacrée à l'allocation adulte handicapé. Ce sera la première vidéo donc d'une série de trois. En fait, ce sera une trilogie consacrée à l'AAH. Dans cette première vidéo, donc aujourd'hui, je vais vous décrire qu'est-ce que l'AAH. Ensuite, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo euh, qui vous parlera du ressenti, du fait de vivre avec la AH, et une troisième concernant la gestion de budget en lien avec l'allocation adulte handicapé, peut être très bien par exemple pour les personnes qui touchent l'AH avec des conseils de gestion basique ou alors qui ont des ressources, pour les personnes qui ont des ressources assez similaires. Pour commencer, je vais vous expliquer donc en deux, trois mots ce qu'est l'AH, donc l'allocation adulte handicapé. Il s'agit tout simplement donc, d'une aide financière qui est versée euh, pour compenser le fait d'avoir des difficultés majeures pour les personnes en situation de handicap d'accès à l'emploi. Je vais du coup vous faire une description basique de plusieurs choses, donc de comment l'obtenir, euh, quelles sont les conditions du coup pour l'obtenir, les démarches à effectuer. Par contre, je préviens que ce sera assez succinct. Je vais aussi beaucoup me baser sur ma propre expérience. Pour beaucoup plus de détails, pour les gens qui veulent rentrer plus dans le détail, qui sont concernés euh, par ça, qui seraient susceptibles de demander la hache ou tout simplement qui veulent se renseigner sur cette aide, je vous mettrai un lien vers deux sites dans la description et j'en reparlerai dans la conclusion de cette vidéo. Pour percevoir l'allocation adulte handicapé, il faut remplir au minimum trois conditions. La première, c'est d'avoir minimum 20 ans, ce qui est la majorité en fait pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, pour une personne qui serait en incapacité totale de travail, ou c'est le cas pour beaucoup de gens, par exemple, qui sont placés en IME ou dans certaines structures. La majorité est fixée à 20 ans au lieu de 18 ans. Il faut aussi avoir soit un taux d'incapacité de travail donc reconnu notamment par un médecin, donc soit médecin spécialiste ou généraliste, ou alors un médecin du travail, donc soit d'avoir un taux d'incapacité minimum de 80%, ou soit d'avoir un taux d'incapacité qui est entre 50 et 79%. Mais dans ce cas, on n'a pas forcément l'âge. Donc si on a un taux d'incapacité de 50 à 79%, il faut en plus justifier de certaines restrictions. Donc dans mon cas, c'est parce que par exemple j'ai l'impossibilité d'avoir le permis de conduire, et en plus du syndrome d'Asperger, donc qui est mon handicap principal, qui rentre dans la catégorie donc de 50 à 79% de taux d'incapacité, j'ai également donc un problème au niveau du dos qui m'interdit de port de charge lourde. En plus de ces deux conditions, donc avoir 20 ans et du taux d'incapacité, en fait, il faut aussi être résident en France. Quand je dis résident, ça signifie pas forcément de nationalité française, ça signifie être sur le territoire français, en situation légale, donc avec au moins un visa d'une certaine durée. Donc ça ne concerne pas bien sûr un touriste qui est là pour 2 semaines va pas demander l'AH pendant les 2 semaines sur lesquelles il est ici. Mais par contre, les gens qui ont un visa de travail en France, ou alors même j'ai rencontré le cas d'une étudiante d'origine africaine, donc en situation de handicap, qui a obtenu l'AH, donc alors que comme j'ai dit elle était étudiante, en situation légale avec un visa étudiant, et ça lui a permis donc d'avoir cette aide. Voilà, c'était les trois conditions. Donc, pour résumer, 20 ans, le taux d'incapacité de travail, et être
donc résidant en France, donc en situation légale, soit de nationalité française ou soit avec certains types de visas à longue durée. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour obtenir l'AH. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui bénéficient de l'AH vous parlent en général de la CAF, parce que c'est la Caisse des allocations familiales qui verse la AH. Par contre, c'est pas eux qui décident de l'obtention. Donc pour ça, en fait, il faut contacter la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Alors il y en a il y en a au moins une par département. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains départements, elle va être cumulée avec les services pour les personnes âgées, et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle une MDA, mais ça joue le même rôle. Euh, Au sein des MDPH, donc, vous allez déposer un dossier et ce dossier doit être validé par une commission, donc CDAPH. Alors je lis la feuille parce que là je connais pas le sigle totalement. Donc c'est Commission des droits et de l'autonomie pour les personnes handicapées. Et du coup, cette commission, pour analyser votre dossier, va avoir besoin de plusieurs éléments. Le principal document qu'il faut envoyer donc, pour le dossier, c'est un CERFA, donc un document type, le CERFA 15692-01. Donc c'est un document assez complexe. Vous allez devoir remplir plusieurs choses. Donc je vais vous mettre à l'écran donc vous allez voir des copies d'écran de certaines pages. Par exemple, on va vous demander énormément d'informations sur votre vie personnelle. La partie projet professionnel va aussi être importante. Donc ça concerne notamment les gens qui sont de 50 à 79% de TH, donc parce que dans beaucoup de cas, certains voilà, vont toucher l'AH mais vont quand même essayer de se réinsérer ensuite au niveau professionnel. Et beaucoup de choses, bien entendu, concernant les problématiques spécifiques liées à votre handicap. Donc, par exemple, moi, il suffisait pas que je mette simplement autisme Asperger, mais que je décrive certaines choses concernant les problématiques intrinsèques au syndrome d'Asperger. Alors, il y a aussi un certificat médical qui est spécifique, qui est une annexe du dossier, donc qui est beaucoup plus détaillé qu'un simple certificat médical fait habituellement par un médecin. Et en plus de ça, il va y avoir d'autres documents qu'on retrouve dans tous les dossiers administratifs. Donc ça va être par exemple demande de photocopie de pièces d'identité, de justificatifs de domicile ou autre. Alors une fois que vous avez obtenu du coup un avis favorable concernant l'AAH, donc vous allez l'avoir. En fait, vous allez être dans deux situations. Il y a deux situations possibles spécifiques. Donc, comme j'ai expliqué, soit vous êtes à 80% de minimum, 80% de taux d'incapacité, et dans ce cas, vous l'aurez sans doute à vie. Parce qu'ils considèrent, par exemple, pour une personne aveugle ou une personne qui est tétraplégique, en général, va pas forcément enfin voilà, va pas guérir, va pas retrouver la vue comme ça. Donc dans ces cas-là, vous aurez de très fortes chances de l'avoir à vie, mais après tout dépend de la CDAPH et de la MDPH. Et dans les autres cas qui sont de 50 à 79%, en général vous l'aurez pour une durée déterminée. Alors souvent ça va être 1, 2 ou 5 ans. Alors en général ça va plutôt être 2 ans, au moins au début, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les délais d'attente sont généralement longs, donc en théorie c'est censé être 2 mois entre le moment où vous déposez votre demande et le moment où vous avez l'avis donc favorable ou défavorable concernant l'AH, mais dans les faits, dans beaucoup de départements, ça va jusqu'à 6 mois. Donc en fait, ils vont la donner en général pour plus que 1 an, parce que
Tout simplement, le fait, si vous l'avez pour un an, donc vous déposez le dossier et à peine vous l'avez, tout de suite, vous devez faire votre renouvellement. Donc vous attendez, comme j'ai dit, 6 mois avant d'avoir la réponse favorable. Alors par contre, ce que je précise, c'est que la date de dossier est très importante. C'est-à-dire que si vous l'avez pour un, 2 ou 5 ans, donc on va vous donner une réponse favorable, mais on va la CAF ensuite quand elle va avoir le dossier, quand vous allez faire la demande auprès de la caisse d'allocation familiale, ils vont vous donner rétroactivement tous les mois du délai d'attente, tous les mois pendant lequel le dossier était instruit. Et ensuite, au début, ils vont la donner pour 2 ans parce que en fonction de ce que vous avez écrit, notamment dans votre projet professionnel, ils vont considérer que pendant ces 2 ans, vous pouvez vous réorienter ou autre. Et puis, quand vous l'avez eu plusieurs fois de suite, donc en général, ils vont vous la donner pour 5 ans. Donc là, je suis bien sûr, comme j'ai dit, dans la catégorie de 50 à 79% d'incapacité, plus restriction autre à l'embauche. Et du coup, moi dans mon cas, par exemple, j'ai déjà eu 2 renouvellements, donc une première demande de 2 ans et 2 fois 2 ans ensuite. Et en parlant avec les personnes dans différentes assos, donc ce qu'on m'a dit, c'est que généralement au bout de la troisième, on nous la donne pour 5 ans. Après, ça peut varier en fonction des départements. Donc dans certains départements, on va dire qu'ils donnent plus facilement l'âge que dans d'autres. Donc ça dépend aussi bien entendu des personnes qui composent la CDAPH, puisqu'il y a aussi bien des médecins que des représentants d'usagers. Et si vous êtes dans une CDAPH par exemple avec un handicap assez spécifique et qu'il n'y a pas de personnes parmi les représentants des usagers qui connaissent bien votre handicap, c'est vrai que ça peut être pénalisant pour vous. Ce que j'ai vu aussi, c'est que ça c'est depuis assez récemment qu'on m'a parlé de ça, c'est que ça va être la personne qui vous a diagnostiqué, enfin le médecin qui a rempli le certificat médical. Donc ça peut arriver qu'il y ait un médecin qui soit inconnu, qui soit d'une autre région. Donc ça a été le cas notamment pour une personne Asperger ici qui a eu un refus d'AH en fait en Ille-et-Vilaine. Et on a mentionné donc dans le refus, alors où je ne sais pas exactement si c'était mentionné directement ou si c'est la personne qui a réussi à obtenir les informations, mais c'est que le nom du psychiatre était totalement inconnu et c'était pour une première demande, donc c'était un psychiatre donc d'un autre département qui était totalement inconnu des personnes, donc ça peut jouer. Ce qui se passe, c'est que moi je ne suis pas spécialiste de ça, donc ça veut dire que de par mon expérience associative, j'ai eu des retours concernant les CDAPH. Mais il faut savoir que je ne suis pas du coup spécialiste de tout ça, donc c'est en allant sur des forums internet ou tout simplement en consultant les assos d'usagers de votre département que vous en saurez plus, et notamment plus sur les spécificités liées à votre département. Alors un sujet maintenant qui va intéresser, je pense, énormément de personnes, donc concernant le montant de l'AH. Alors actuellement, ce montant est fixé à 903,60 € pour une AH à taux plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cumulable avec d'autres aides, notamment les PCH, qui sont des prestations de compensation du handicap. À titre personnel, donc je connais pas beaucoup le dossier concernant les PCH, donc je ferai pas de vidéo spécifique dessus. Par contre, vous trouverez beaucoup d'infos sur les 2 sites qui sont en description de de cette vidéo. Mais les PCH du coup sont attribués pour des choses spécifiques. Ça va être théoriquement du coup pour couvrir par exemple les besoins donc d'une auxiliaire de vie, du matériel concernant qui est justifié, donc l'acquisition de matériel justifié par le handicap ou autre. L'AH est aussi cumulable avec l'APL, donc l'aide au logement pour le loyer. En fait, dans mon cas, donc c'est ce que je touche. En fait, l'AH plus l'APL. Alors l'APL, donc est de différents. Son montant varie en fonction de la zone où vous habitez. Donc, moi, je suis considéré comme en zone 3, donc comme c'est Saint-Malo, comme c'est une petite ville.
Donc c'est 241,73 €. Ça veut dire qu'au maximum, je peux toucher par mois 1145,32 €. Donc les 903,60 € d'AH plus 241,73 € d'APL. Alors je dis bien au maximum parce qu'en général, on touche moins parce qu'il peut y avoir souvent des choses. Alors ça peut être, comme j'ai dit, du travail, parce qu'en fait, il y a des projets, on peut travailler en étant à l'AH, donc c'est comme je vous ai mentionné, il y a une partie projet professionnel dans le dossier d'AH. Ça peut être aussi les intérêts qu'on touche si on a un peu d'argent sur un compte bancaire ou toute autre chose. Du coup, je vais aussi casser un cliché. Donc on entend souvent que les gens qui vivent de prestations sociales vivent beaucoup mieux que les gens au SMIC, par exemple, ou que les gens qui travaillent. Ça, c'est faux. Parce que donc un SMIC brut est de 1554,48 € par mois, je parle de 35 heures sans prime ou autre, et un SMIC net est de 1230,61 €. Donc comme j'ai dit, au maximum l'âge, donc pour quelqu'un qui vit en dans une zone 3, donc là c'est, enfin moi je fais partie du coup de ceux qui peuvent toucher, on va dire, le moins au niveau du plancher. C'est 1145,32 €, donc ça fait 100 € de moins que le SMIC net, enfin un peu moins de 100 € que moins que le SMIC net. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai cité le brut et le net, c'est parce que l'AH aussi ne compte pas pour la retraite. Il n'y a pas de cotisation sécu, il n'y a pas de cotisation chômage non plus, sachant que ce qui a son importance là-dedans, c'est que le chômage, par contre, lui, compte pour la retraite. Et aussi, en fait, il peut y avoir certaines aides en plus, par exemple des aides pour les transports, par exemple des cartes de transport moins chères ou autres. Mais d'un autre côté, ce qui se passe, c'est que j'ai cité aussi le SMIC net de 35 heures, mais pratiquement personne ne touche ce salaire parce qu'il y a tout le temps au moins quelques primes, quelque chose en plus. Donc par exemple, quand je travaillais en usine agroalimentaire, donc je disais souvent aux gens qu'on était payé au SMIC, ce qui était assez faux parce qu'il y avait la prime de panier repas, la prime de froid, souvent une prime de déplacement ou autre, qui rajoutait, on va dire, une centaine d'euros en plus. Mais c'est vrai que une personne qui a l'âge, donc a moins de frais du fait qu'ils ne doivent pas forcément se déplacer pour aller au travail. Donc en général, on va dire que c'est à peu près comme un SMIC à 35 heures, c'est un tout petit peu en dessous du train de vie d'un SMICard, mais comme je l'ai expliqué, c'est pas comme par exemple quelqu'un qui serait au RSA, donc là il toucherait les gens qui sont au RSA, donc où il y a beaucoup moins de conditions, en fait, touchent beaucoup moins la somme est beaucoup plus faible, mais par contre, l'AH, comme je vous ai dit, c'est sous condition. Donc ça veut dire qu'il faut être en situation de handicap et soit que son handicap soit quand même relativement lourd, donc parce que 80% pour avoir 80% de handicap, donc si vous êtes aveugle ou vraiment très malvoyant, ou alors en fauteuil roulant, vous avez de très fortes chances de les avoir. Par contre, pour une personne Asperger, c'est pas sûr. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est le fait de pas avoir le permis de conduire, plus le fait d'avoir un autre handicap qui est léger. Donc, notamment, et le fait de pas avoir le permis de conduire, c'est pour la coordination œil-main. Donc, c'est quelque chose qui est lié indirectement qui est lié au syndrome d'Asperger, mais qui fait pas partie des critères de diagnostic. Et voilà, je connais certaines personnes Asperger qui se sont vues refuser l'AH, donc qui avaient déjà travaillé beaucoup dans leur vie, qui ont le permis de conduire. Ça dépend aussi du degré de handicap, donc c'est pas quelque chose qu'on donne à tout le monde, comme on peut parfois l'entendre. Et il y a aussi certaines spécificités. Alors l'AH, par exemple, est conditionné au fait j'ai mis de résider ici, donc en fait c'est le fait d'avoir 6 mois, ou plutôt 180 jours dans l'année,
présents sur le territoire français. Donc on ne peut pas en fait bénéficier de l'AH en étant à l'étranger, par exemple dans un pays où le coût de la vie est moins cher, sauf à frauder. Parce que bah voilà, il y a ces 180 jours. Alors je précise que par exemple pour une personne au RSA, c'est plus strict, c'est 90 jours. Mais là encore, ils considèrent que pour une personne au RSA, du coup, c'est un minimum garanti. En gros, si je résume en synthétisant, c'est pour pas, parce qu'en France, du coup, c'est pour ne pas laisser les gens sans aucune ressource et du coup, ne pas qu'ils soient contraints en gros, soit de mourir de faim, soit quand ils n'ont pas de travail, ou soit de voler ou autre. Enfin, c'est ça dans la théorie, alors que l'AH, c'est quand même un peu différent parce que, même si je vais radoter, enfin, je me répète, donc c'est pour des personnes qui ne peuvent pas travailler ou en tout cas qui ont de plus grandes difficultés que les autres personnes à accéder au marché de l'emploi. Alors une spécificité, donc si je compare avec le RSA notamment, c'est que ça va être un peu plus simple au niveau des abattements pour le travail, parce que quand on travaille pour moins de 500 euros brut, donc on ponctionne seulement 20% de la somme qu'on a travaillé de l'AH, alors que pour le RSA c'est plus important, même si là j'ai pas le pourcentage exact avec moi en fait ici, et aussi quelque chose qui est spécifique. Alors là il me semble que c'est valable aussi pour le RSA, c'est que ça varie en fonction des ressources du conjoint. Donc là il y a un débat, notamment une loi pour enlever cette clause, parce que il y a énormément de situations où une personne touche la hache, son conjoint a un salaire, par exemple on va dire 2000 euros net par mois, et du coup la personne qui touche la hache ne peut pas percevoir de ressources et est dépendant du conjoint. Donc ça c'est la grosse bataille des assos d'usagers concernant la hache, c'est concernant le comment donc de ne plus prendre en compte les ressources du conjoint. Donc ça s'explique notamment, c'est pour des raisons politiques. En fait, au niveau idéologique, je pense que c'est totalement légitime. Au niveau politique, en fait, si il y a voilà des freins que cette loi du coup a vraiment du mal à passer, c'est parce qu'en fait la hache coûte assez cher. Alors il me semble que c'est 11 milliards d'euros par an. Donc, mais je ne me souviens plus si c'est le coût de la hache ou le coût de toutes les prestations hache plus autres prestations du handicap. Donc voilà, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est bien aussi qu'en France il y ait ça quand même. Alors il y a aussi certaines revendications qui sont traditionnelles, donc pour remonter par exemple le niveau de la hache. Moi, à titre personnel, je sais que là, je vais peut-être être fâché avec certaines personnes. Je suis pas forcément pour ça parce que, comme j'ai dit, c'est déjà un niveau presque égal au niveau de vie d'un smicard. Donc je suis en fait favorable à le fait de ne pas prendre en compte les revenus du conjoint, donc pour une raison d'autonomie de la personne et de liberté. Par contre, je suis pas forcément pour remonter le plafond de la hache. Je serais plus pour simplifier les choses concernant la formation professionnelle ou autre, donc de donner plutôt, s'il fallait du coup libérer des fonds supplémentaires, que ce soit plus pour aider à l'intégration, à l'inclusion professionnelle en fait des personnes en situation de handicap. Donc je vous ai mentionné à plusieurs reprises que j'allais vous citer deux sites importants pour avoir beaucoup plus d'informations concernant la hache. Alors je précise que je cite que pour une raison de fiabilité et pour une raison de mise à jour aussi, les deux sites de référence du service public qui sont concernés. Alors je vous ai mis un lien dans la description donc, vers le site de servicepublic.gouv.fr qui est en fait le site de référence sur le service public en général et notamment tout ce qui est prestations sociales dont fait partie la hache également, enfin notamment. Donc vous trouverez aussi sur ce site des onglets vers d'autres aides. Donc j'ai parlé tout à l'heure des PCH, de l'APL ou même du RSA. Et du coup vous trouverez du coup beaucoup d'infos.
Et il y a aussi un site qui est plus récent, donc c'est mesdroitssociaux.gouv.fr, qui là est vraiment beaucoup plus centré sur les droits sociaux, dont les différentes allocations, qui regroupent un petit peu beaucoup d'informations. Donc en fait ces deux sites sont vraiment très bien, je vous recommande de les visiter si vous voulez plus d'informations. Donc, comme je vous ai mentionné au début de la vidéo, ceci est la première partie, cette vidéo est la première d'une trilogie consacrée à l'âge, donc à l'allocation adulte handicapé. La seconde partie concernera le ressenti, donc le fait, l'image en fait qu'on a aussi bien par rapport à soi, les réactions que j'ai vues dans mon entourage ou des témoignages d'autres personnes concernant le fait d'avoir, voilà, de vivre avec la hache ou de vivre tout simplement avec une allocation. Et aussi, donc, comme d'habitude, le petit moment de publicité, donc, puisque, comme vous savez, je suis l'auteur de ce livre, Les mondes de l'autisme, et dans ce livre, il y a notamment un chapitre qui est consacré aux différentes aides qu'on peut avoir quand on est en situation de handicap, dont la H, mais aussi la PCH. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, bien sûr, que ce soit en positif ou en négatif, parce que même les retours négatifs, donc ça peut m'aider à m'améliorer, et puis du coup la partager sur vos réseaux sociaux aussi. Du coup, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.